Bien, bonsoir à chacune et chacun d'entre vous, mesdames et messieurs, dans la diversité de générations auxquelles vous appartenez, de vos professions, de vos engagements, de vos sensibilités. Je suis très touché qu'à cette heure, au terme d'une longue journée, un peu fraîche, faites des économies d'énergie ici aussi, je sais pas. Vous soyez ici, mesdames et messieurs, pour écouter cette leçon. Monsieur le Président, tout à l'heure, vous évoquez votre expérience de mathématicien et de scientifique et travaillant sur les approximations. Comme je n'aime pas beaucoup les approximations en ce qui me concerne, en tout cas en politique, je me suis attaché à écrire un certain nombre de réflexions sur le papier et ce sont ces réflexions que je vais vous livrer. En tout cas, Monsieur le Président, merci beaucoup de vos mots d'accueil. Vous auriez dû amener Chloé ici. Il est au lycée à côté. Oui, mais à cette heure-ci, elle a peut-être terminé. Donc, si elle est si passionnée par le Brexit, j'aurais été content de la saluer. Et merci beaucoup aussi, Monsieur le Recteur, pour votre accueil. Merci à Louis Gauthier de son invitation à m'exprimer au tout début de cette longue série de conférences sur l'affirmation stratégique des Européens. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'était le 9 janvier 2018, le président Emmanuel Macron, ici même, à côté, prononçait un discours très important sur la souveraineté européenne. Il faisait écho, à l'occasion de ce discours, à un autre discours, celui du président Juncker, parlant de l'Europe qui doit protéger, au propos aussi de la chancelière allemande, Angela Merkel, sur l'Europe qui doit se prendre en main. Emmanuel Macron disait à cette occasion, et je le cite, « L'Europe seule peut assurer une souveraineté réelle, c'est-à-dire notre capacité à exister dans le monde actuel pour y défendre nos valeurs et y défendre nos intérêts. Il y a, ajoutait-il, une souveraineté européenne à construire. » Mesdames et messieurs, nous y sommes. Demain, la France et l'Allemagne, à Aix-la-Chapelle, vont signer un nouveau traité, et c'est une bonne nouvelle, renforçant leur coopération pour une Europe unie, efficace, souveraine et forte. Cet élan exprime la double exigence de lucidité et de volontarisme dont nous avons besoin, nous, citoyens de nos pays, de nos patries, mais aussi citoyens de l'Europe, pour nous affirmer dans le monde. Lucidité, mesdames et messieurs, car aucun de nos pays, fût-il le plus puissant, l'Allemagne en Europe, pris isolément, n'a la taille nécessaire, la taille critique, pour négocier d'égal à égal avec les États continents que sont la Chine et les États-Unis, mais aussi le Brésil ou l'Inde. Cette capacité-là, nous l'aurons collectivement, et seulement collectivement à l'échelle de l'Union. Si j'avais pu vous projeter une slide, comme on dit à Londres, il y en a une que j'aime bien, qui a été publiée il y a quelques années, lorsque j'étais commissaire au marché intérieur par le Premier ministre britannique de l'époque, David Cameron. Vous vous souvenez de David Cameron, lorsque j'étais commissaire au marché intérieur, pour soutenir mes efforts. Il n'avait pas pris la même initiative pour soutenir ce que je faisais sur la régulation financière, mais c'était sur le marché intérieur qu'il voulait montrer son soutien. Et dans cette slide, il y avait plusieurs colonnes montrant le G8, les 8 pays les plus puissants du monde, tous les 10 ans, 2015, 2025, 2035, jusqu'en 2050. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, dans cette slide, dans cette première colonne, il y a 4 pays européens sur 8 pays les plus puissants du monde. L'Allemagne, le Royaume-Uni, la France et l'Italie. Et au rythme probable de l'évolution des uns et des autres, de nous et des autres, tous les 10 ans, il y en a un des 4 qui est éjecté du tableau.
De telle sorte qu'en 2050, le seul pays qui fait partie du G8 et qui est 7e, c'est l'Allemagne, sans doute condamné à lui aussi sortir un peu plus tard du tableau. J'ai pris les mêmes chiffres que ceux de M. Cameron en les actualisant pour montrer ce que donne l'Europe à 27 ou un pays tout seul, le Royaume-Uni, puisque c'est son choix d'être seul. À 27, nous restons dans les 4 ou les 3 premiers selon les périodes, mais nous reculons, nous restons à la table. Seul le Royaume-Uni, inexorablement, est exclu. Voilà. Voilà pourquoi je vous dis avec certitude qu'ensemble, nous avons la taille critique ou la masse critique suffisante pour compter, pour être à la table, y défendre nos valeurs, nos idées, nos intérêts et participer aux décisions qui organisent l'ordre ou le désordre du monde. Faute d'être ensemble, nous ne serons plus seuls à la table. Et nous serons derrière la table à regarder ce que les autres, qui y sont déjà, décident pour nous. Moi, je ne me suis pas engagé en politique. À l'époque, ça reste ma principale fierté derrière le général de Gaulle, quand j'avais 14 ou 15 ans, pour être spectateur. Nous sommes en politique, citoyens engagés, quelles que soient nos idées, ou hommes politiques élus, pour être acteurs. Comprenez-moi bien, mesdames et messieurs, en partant de cette capacité collective, j'évoque évidemment la souveraineté européenne, qu'évoquait le président Macron ici même. Pour moi, cette souveraineté européenne, qui reste encore à construire, elle ne se substitue pas à la souveraineté nationale. Elle s'y ajoute, elle la renforce. C'est vrai en particulier, je vais y revenir, pour la sécurité et la défense, c'est aussi vrai pour le numérique, pour l'économie, pour l'écologie. Je suis convaincu que nous pouvons y arriver si nous utilisons nos atouts, si nous transformons les obstacles et les crises, Louis, que vous évoquiez tout à l'heure, qui sont si nombreuses, en opportunités. Mesdames et messieurs, en juin 2016, les citoyens britanniques, dans leur majorité, ont pris souverainement la décision de quitter l'Union européenne après plus de 40 ans d'histoire et de projets communs. Cette décision, elle fut un choc pour tous ceux qui ont confiance dans la force de convergence, d'unité des énergies que porte le projet européen. À titre personnel, j'ai beaucoup regretté ce vote, même si je le respecte. J'ai beaucoup regretté parce que, sans vous raconter ma vie, moi aussi j'ai été le plus jeune député français à l'époque, monsieur le doyen. C'est un titre qu'on perd assez vite, hein. Après, vous en avez gagné un autre, celui d'être le plus vieux ou le plus sage. Parce que en 1972, certains d'entre vous s'en souviennent, nous avons voté sur l'adhésion du Royaume-Uni, en même temps que l'adhésion de l'Irlande, du Danemark et de la Norvège. Parce que Georges Pompidou, à l'époque président de la République, avait sollicité le peuple pour voter. Et j'ai fait, bien qu'étant jeune gaulliste à l'époque, campagne pour le oui. Je ne l'ai jamais regretté parce que je pense, et je continue à penser, que l'union fait la force. Mais ce Brexit, tel qu'il est et qu'il va être, nous a rendus aussi plus lucides, parce qu'il nous fait prendre conscience d'une certaine fragilité du projet européen. Avec le retrait du Royaume-Uni, l'Union européenne perd une puissance nucléaire, un pays membre du Conseil de sécurité des Nations unies, une puissance militaire, diplomatique, économique de premier plan, qui sera non plus à l'intérieur de l'Union, mais à côté de l'Union, puisque c'est son choix. Et puis nous connaissons désormais un peu mieux aussi la stratégie de ceux qui cherchent à utiliser le Brexit pour nous diviser, nous fragiliser, parfois même plus que cela, ou asseoir leur influence. Sortant de mon papier, je veux notamment vous dire ce que m'a dit un jour dans un entretien dans mon bureau, et à sa demande, il était venu me voir, M. Farage. C'était un entretien très stimulant. Et
après avoir voulu m'expliquer pourquoi il avait fait campagne pour le Brexit, je lui ai dit que ça m'intéressait beaucoup parce que je n'avais pas tout compris, je lui ai posé une question. Et je lui ai dit, Monsieur Farage, vous avez fait campagne pour le Brexit, vous avez gagné, nous sommes en train de délivrer le Brexit, de l'organiser à travers ce traité. Est-ce que je peux vous demander comment vous, avec cette conviction, vous voyez, après le Brexit, la relation future entre l'Union européenne et le Royaume-Uni? Comment vous voyez les choses sur notre future coopération? Et il m'a répondu ceci. Mr. Barnier, after the Brexit, the EU will no longer exist. Ils veulent nous détruire, en tout cas M. Farage et ses amis, et nous ne sommes pas obligés de nous laisser faire. Désormais, nous réalisons, mesdames et messieurs, que si nous ne faisons pas de l'Union un acteur plus fort, lucidement sur la scène internationale, mais aussi un acteur plus proche des citoyens qui doutent et qui s'inquiètent, alors nous fragiliserons la raison d'être même du projet européen qui est de devoir organiser sur ce continent, à l'échelle de 500 millions de citoyens, de 28 pays aujourd'hui, demain 27, la stabilité, la paix et la démocratie. Je veux aussi dire qu'à mes yeux, le vote du Brexit, pour une grande partie de ceux qui ont voté le Brexit, exprime une colère sociale, un sentiment d'exclusion dans beaucoup de régions, de territoires. Et je pense qu'il y a urgence à comprendre, à écouter et à répondre à cette colère sociale qui ne s'exprime pas seulement au Royaume-Uni. Nous avons fait, mesdames et messieurs, preuve de lucidité dans notre réponse au Brexit et d'une lucidité qui n'a jamais été agressive. Je vous ai dit les raisons pour lesquelles je n'ai aucune raison d'être agressif, d'avoir aucune sorte d'esprit de revanche ou de punition. C'est le contraire de mon état d'esprit. Mais nous avons, depuis 2 ans, sans relâche, construit des positions de négociation communes, solides, avec les 27 États membres, avec le Parlement européen, avec les partenaires sociaux, la société civile que j'ai tenu à rencontrer semaine après semaine dans chacune des capitales européennes. La semaine dernière encore au Portugal. Sans relâche, nous avons affirmé des positions d'une seule voix en les justifiant par des principes qui sont ceux sur lesquels nous avons fondé l'Union européenne. L'indivisibilité des 4 libertés, liberté de circulation des personnes, des hommes et des femmes au sein de l'Union, des services, des marchandises et des capitaux, intégrité du marché intérieur, autonomie de décision de l'Union européenne. Sans relâche, nous avons expliqué que nous n'accepterons jamais de détricoter le marché unique qui fait notre force entre nous et qui fait notre force vis-à-vis des autres dans le monde. Et ce marché unique, je le dis parce que quelquefois, il y a un malentendu, y compris avec un certain nombre de responsables britanniques. Mesdames et messieurs, le marché unique, tel que l'a voulu Jacques Delors à l'époque, tel que nous l'avons aujourd'hui, tel que j'en ai été le commissaire pendant 5 ans, c'est bien plus, bien davantage qu'une zone de libre-échange. C'est bien plus et bien davantage qu'un supermarché. C'est devenu, par notre volonté commune, une sorte d'écosystème regroupant aujourd'hui 28 pays, 500 millions de consommateurs, de citoyens d'abord, consommateurs, 22 millions d'entreprises qui possèdent entre eux, qui se sont donnés entre eux des normes communes sur les produits et les marchandises, des standards communs, des droits communs, notamment pour protéger les consommateurs ou des droits sociaux, une supervision commune, notamment pour les services financiers, une régulation commune dans la quasi-totalité des domaines de la vie économique, et au-dessus de tout, une juridiction commune, la Cour de justice. C'est ça le marché unique. Ce n'est pas une simple zone de libre-échange. Et voilà pourquoi on ne peut pas être un pied dedans, un pied dehors. Sans relâche, nous avons travaillé avec les Britanniques, jamais contre eux, pour aboutir à cet accord de retrait de près de 600 pages
Et c'est cet accord qui doit permettre, qui seulement, lui, peut permettre un retrait ordonné du Royaume-Uni de l'Union européenne en minimisant les conséquences négatives. Et elles sont innombrables, ces conséquences du Brexit, souvent mal expliquées, souvent sous-estimées. Conséquences humaines et sociales pour les citoyens, 4,5 millions de personnes. Sans doute en connaissez-vous autour de vous, citoyens européens qui vivent et travaillent au Royaume-Uni, 3,5 millions de personnes. 1,5 million de citoyens britanniques qui vivent et travaillent chez nous en Europe et qui espèrent légitimement protéger leurs droits de résidence, leurs droits sociaux. Nous avons trouvé le moyen, avec les Britanniques, de sécuriser les droits de ces 4,5 millions de personnes pour eux-mêmes, pour la durée de leur vie et pour leur famille. Je parle bien des droits qui auront été acquis par ces personnes jusqu'à la fin de l'année 2020. Après, c'est une autre question que celle de la future politique d'immigration du Royaume-Uni. Mais aussi conséquences pour les entreprises, pour les territoires. Je pense en particulier, évidemment, et d'abord à l'Irlande et à l'Irlande du Nord, où nous ne prendrons aucun risque pour la paix et la stabilité qui sont maintenant acquis sur cette île depuis 20 ans et que l'Union européenne a accompagné. C'est le processus du Good Friday Agreement qui fait qu'il n'y a plus de frontières sur l'île entre l'Irlande du Nord, partie du Royaume-Uni, et la République d'Irlande. Sans relâche, mesdames et messieurs, nous avons construit avec le gouvernement britannique le cadre d'une future relation au-delà du Brexit, au-delà du divorce. Et c'est bien plus important, la future relation, que la question du divorce, même si le divorce est évidemment le préalable pour bâtir avec un nouveau pays tiers, voisin et ami, cette future relation qui, Monsieur le Président, englobera des sujets majeurs comme celui que vous avez évoqué, comme la coopération universitaire ou en matière de recherche. Vous avez évoqué ce réseau que vous constituez des universités dont la vôtre. Mais l'autre jour, le directeur général de l'hôpital Gustave Roussy à Paris est venu me trouver. C'est d'ailleurs un Néerlandais qui dirige cet hôpital. Et ils ont bâti un réseau, un network, comme vous êtes en train de le faire, de 10 hôpitaux qui travaillent sur la lutte contre le cancer et qui mutualisent leurs efforts. Et c'est intelligent et c'est nécessaire que de mutualiser dans ce domaine comme dans d'autres. Évidemment, on ne va pas arrêter ça parce qu'il y a le Brexit. On doit continuer cela, comme on devra continuer la coopération entre les universités. Mais, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, dans un autre cadre juridique, dans un autre cadre financier que celui d'aujourd'hui, puisque les Britanniques veulent quitter le cadre actuel. Il faut qu'on continue. Voilà. Vous le savez, cet accord que nous avons durement élaboré depuis 18 mois a été agréé par le Conseil des chefs d'État, le Conseil européen. Il a été bien reçu par le Parlement européen. De notre côté, il vient d'être massivement rejeté par la Chambre des communes il y a quelques jours à Londres. Nous respectons évidemment le vote démocratique des parlementaires britanniques. La Première ministre Theresa May cet après-midi a apporté un certain nombre de clarifications sur la manière dont elle souhaite aborder les prochaines étapes de cette négociation. Je ne vais pas, je pense que vous le comprendrez, ici, aujourd'hui, maintenant, commenter ces déclarations. Je veux que nous respections le débat parlementaire qui doit continuer au Royaume-Uni. Mais évidemment, il faut que dans ce grand pays qui a fait le choix de quitter l'Union européenne, et c'est une décision historiquement grave, avec toutes les conséquences que j'ai évoquées, il faut que les responsables politiques de ce pays construisent une majorité positive aujourd'hui, stable, pour entreprendre ce processus de ratification, mettre en œuvre le retrait ordonné de leur pays et permettre entre nous, grâce à ce retrait ordonné, d'avoir la confiance nécessaire pour bâtir la future relation. Nous allons donc attendre les prochaines étapes que doit indiquer le gouvernement et le Parlement du Royaume-Uni, et nous allons continuer à travailler avec le Royaume-Uni dans l'état d'esprit qui a toujours été le nôtre et le mien depuis le début, fermeté, sans idéologie, pour défendre l'intégrité de l'Union,
ouverture pour bâtir ce partenariat ambitieux pour l'avenir, et en ce qui concerne la méthode, transparence et dialogue avec tous les États membres et avec le Parlement européen, mais aussi avec la société civile, comme j'essaye de le faire en ce moment. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je peux dire de cette négociation ce soir. Oui, le Brexit nous a rendus plus lucides. Ma conviction est qu'il doit nous rendre aussi plus volontaristes. Mesdames et messieurs, le Brexit, il n'a aucune valeur ajoutée. C'est lose-lose. C'est une négociation négative que j'ai eu l'honneur et que j'ai l'honneur de conduire, avec le souci d'en limiter les conséquences. Non, mais je vous dis la vérité. Mais l'un des points importants, chacun a pu l'observer, c'est grâce à cette méthode, grâce à la volonté des dirigeants européens qui me font confiance, du président Juncker, du président Tusk, des dirigeants et des chefs d'État et de gouvernement au Parlement européen, nous avons préservé tout au long de cette négociation l'unité des 27 pays de l'Union. Cette unité, nous l'avons préservée dans cette négociation négative. Et maintenant, j'espère que nous allons aller au bout de cette négociation, il faut que cette unité, elle serve à autre chose, qu'elle serve à un agenda positif, qu'étant unis dans ce contexte difficile du Brexit, on puisse être unis pour bâtir un agenda positif, pour bâtir les politiques qui permettent, oui, d'affirmer la stratégie et l'autonomie stratégique de l'Europe, qui permettent aussi de répondre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à la colère sociale qui s'est exprimée et qui s'exprime un peu partout en Europe ou à l'incompréhension à l'égard du projet européen. Mesdames et messieurs, regardons bien le monde tel qu'il est. J'ai dit lucidité. Ce monde, il est de plus en plus instable, fragile, dangereux, injuste. Et c'est bien d'ailleurs ce monde-là que vous voulez éclairer ou expliquer au détour de toutes les conférences qui vont être organisées dans le cadre de cette chaire, Louis, jusqu'au mois d'avril prochain. Qu'est-ce qu'on voit dans ce monde quand on le regarde les yeux ouverts? Un pays majeur, le plus important aujourd'hui, les États-Unis, qui font, comme jamais ça n'était le cas dans le passé, le choix de l'unilatéralisme. On voit la Chine qui décide d'un modèle politique et économique concurrent, ou en tout cas très différent de celui que nous connaissons. On voit la Chine, et la Chine que je viens de décrire, et la Russie à côté de nous, qui restent avec une relation toujours aussi complexe et instable, des questions graves qui ne sont pas encore résolues, comme celle de la Crimée. On voit que la force reprend trop souvent le dessus sur le droit dans le concert des nations, et ainsi l'autorité des Nations Unies, de l'OMC pour le commerce, la Banque mondiale, l'OTAN, la Cour pénale internationale, cette autorité questionnée par voie contestée. Mesdames et messieurs, je pense que nous ne pouvons pas laisser les règles du jeu mondial décidées par d'autres, que nous devons au moins être à la table pour décider avec les autres des règles du jeu. Et si nous n'affirmons pas nous-mêmes l'autonomie stratégique de l'Union, dans ce monde-là, tel qu'il arrive, tel qu'il faut bien le voir, soyez sûrs d'une chose, personne ne viendra le décider à notre place. Ce que nous ne ferons pas pour l'Europe, pour notre continent, personne ne viendra le faire à notre place. L'Europe doit être capable de faire entendre sa voix, notre voix, de promouvoir ses intérêts, nos intérêts. Rester allié avec les États-Unis, évidemment, ça ne veut pas dire aligné. Coopérer avec la Chine sur la scène mondiale, mais rester ferme sur nos valeurs, les exigences d'un ordre et d'une économie internationale ouverte, respectueuse de la personne. Renouveler, parfois renouer le dialogue avec la Russie, sans jamais transiger sur le respect du droit international, de l'intégrité des États. Tenir notre place, jouer notre rôle pour la stabilité du pourtour méditerranéen, réformer et redynamiser les institutions internationales. Et bien pour tout cela, nous devons affirmer collectivement notre souveraineté, notre volonté de mutualiser et d'agir ensemble dans tous les grands domaines où nous voulons rester ou redevenir acteurs
pour ne pas être simplement des spectateurs de notre propre destin. Voilà, je voudrais télégraphiquement évoquer ce soir, pour être plus concret, 4 grands chantiers de la souveraineté européenne. La défense, le numérique, l'économie et l'écologie. D'abord, évidemment, l'affirmation de la diplomatie et de la défense européenne, Louis, à laquelle vous travaillez avec tant de compétences. Il y a, mesdames et messieurs, 20 ans, presque jour pour jour, c'était en décembre 1998, le président de la République française à l'époque, Jacques Chirac, et le Premier ministre britannique, Tony Blair, proposaient ensemble les jalons d'une défense européenne crédible. C'était à Saint-Malo. Ils s'accordaient pour que l'Union ait, je cite, une capacité autonome d'action appuyée sur des forces militaires crédibles pour répondre aux crises internationales. Depuis cet appel de Saint-Malo, nous avons jeté les bases de cette défense européenne autonome, capable d'être autonome et complémentaire de l'OTAN. Ainsi, nous avons été capables de projeter 150 000 hommes dans le cadre de 35 opérations militaires ou civiles qui ont contribué à la sécurité autour de nous. Ça a été l'opération Atalanta pour lutter contre la piraterie au large de la Somalie. Ça a été Sophia pour lutter contre le trafic des êtres humains en Méditerranée. Et en Géorgie pour contribuer à la stabilisation de la situation. Dans bien d'autres endroits encore, 35 opérations civiles ou militaires. Nous avons mutualisé une partie de nos efforts de recherche, seulement une partie, et de technologie, dans le cadre de l'Agence européenne de défense. Et à la demande du ministre de la Défense de l'époque, Jean-Yves Le Drian, aujourd'hui notre ministre des Affaires étrangères, nous avons activé pour la première fois la clause d'assistance mutuelle qui est prévue dans le traité de l'Union en 2015 pour soutenir la France dans la lutte contre Daesh en Afrique. Je pense que nous devons aller plus loin en renforçant 2 vecteurs de notre souveraineté, la diplomatie et la défense. Nous devons consolider la diplomatie européenne en valorisant les instruments que nous avons déjà entre les mains, 140 délégations de l'Union européenne dans le monde, autant de capteurs, de relais, une capacité de sanction contre des États tiers ou des personnes. Nous avons engagé 35 régimes de sanctions à ce jour et ainsi créé une force de frappe économique et stratégique. L'aide au développement, notamment à l'égard des pays les plus pauvres, domaine dans lequel nous sommes le premier contributeur du monde, mesdames et messieurs, en additionnant les efforts de l'Union en tant que telle et des 28 États membres de l'Union, ce sont 75 milliards d'euros en 2017 que les Européens apportent au développement et à la coopération. Un service européen d'action extérieure qui permet de mettre en commun, depuis quelques années, sans les diluer, la richesse de nos diplomaties nationales, de nos réseaux, de nos cultures, de nos géographies. Bref, créer ce qui a toujours été, pour moi, fondamental, en mutualisant, sans fusionner, les énergies ou les capacités de chacun de nos pays, créer un lieu pour construire patiemment une culture diplomatique et stratégique commune. Il n'y a pas de fatalité à la division des Européens. Sauf quand une crise arrive, Dieu sait si nous en avons eu tout autour de nous et parfois plus loin, qui surprend des pays européens qui n'ont jamais auparavant travaillé ensemble, réfléchi ensemble, fait de la stratégie ensemble. Et c'est ce lieu que nous venons de créer, qu'anime aujourd'hui Federica Mogherini. Je me souviens un jour, je sors à nouveau de mon papier pour vous raconter une partie de l'entretien que j'ai eu avec François Mitterrand. En 1995, c'était au mois de septembre, et à ma demande, j'étais nouveau ministre des Affaires européennes et j'étais négociateur du traité d'Amsterdam. J'ai demandé rendez-vous à l'ancien président qui venait de quitter ses fonctions. C'était quelques mois juste avant sa mort, en janvier suivant. Il m'a reçu 1 heure et je voulais l'interroger sur une idée que nous avions
avec le négociateur allemand du traité d'Amsterdam, créant un poste de haut représentant à côté des ministres, une sorte de ministre des Affaires européennes et étrangères à côté des ministres des Affaires étrangères. Et je voulais qu'il me dise si cette idée était juste à la lumière de la guerre des Balkans, que les Français et les Allemands, pourtant si proches, Helmut Kohl et lui-même, n'avaient pas été capables d'empêcher, une guerre moyenâgeuse, à quelques heures d'avion de Paris. Et il m'a dit, en effet, il nous a manqué à ce moment-là quelqu'un pour nous surveiller. Donc c'était une idée juste, qui depuis s'est mise en œuvre et même a été renforcée au fil des ans dans sa capacité. C'est cette personne qui dirige, au début M. Solana, aujourd'hui Mme Mogherini, le service diplomatique européen. Et François Mitterrand a ajouté, puisque je l'interrogeais sur notre incapacité à avoir empêché cette guerre, il m'a dit ceci, avec un peu de paternalisme. Mon jeune ami, enfin j'avais quand même 44 ans, donc ne soyez pas naïfs, pourquoi n'avons-nous pas pu empêcher cette guerre dans les Balkans? Voilà un siècle au moins que nous, Français, nous sommes avec les Serbes et que les Allemands sont aux côtés des Croates. Alors je lui dis, monsieur le Président, je sais bien qu'il y a cette alliance historique, culturelle, politique, mais qu'est-ce que ça veut dire que nous soyons avec les Serbes et les Allemands avec les Croates au XXIe siècle, dans 5 ans, sauf pour vendre des voitures ou des téléphones? Voilà. Il n'y a pas de fatalité, mesdames et messieurs. Emportez cette conviction peut-être de mon propos ce soir. Il n'y a pas de fatalité si les Européens, gardant leurs différences, leur identité nationale, chacun de ces pays, du plus grand au plus petit, a une valeur ajoutée. Voilà ma conviction. Si nous mettons ces valeurs ajoutées ensemble pour créer cette culture diplomatique commune, alors nous parviendrons à créer cette capacité de souveraineté. Le général de Gaulle qui disait dans un discours qui m'avait marqué parmi d'autres, il ne faut pas que l'Europe broie les peuples comme dans une purée de marrons. On n'a pas envie d'être broyé dans une purée de marrons. On n'a pas envie de perdre notre identité. Nous ne construisons pas un État fédéral. Ce n'est pas mon opinion, ce n'est pas ma conviction. Nous construisons une communauté, une mutuelle de nations qui se mettent ensemble pour compter, pour se défendre, pour se protéger, pour porter leurs idées, et qui doivent en effet poursuivre ce travail de mutualisation. Ainsi, ces instruments peuvent être mis et doivent être mis au service d'une vision commune. Il n'y a de diplomatie européenne que si nous parlons d'une seule voix, après avoir fait ce travail de mutualisation, comme nous l'avons fait par exemple sur le dossier très grave du nucléaire iranien. Il n'y a de diplomatie efficace que si nous sommes capables de réagir rapidement. Ensemble, nous devons repenser notre approche, mobiliser nos politiques et répondre au moins, mesdames et messieurs, à 2 défis à peu près parallèles qui nous sont posés à nous, Européens. Je veux juste citer cet exemple par 2 continents majeurs dans le siècle où nous sommes. L'Afrique, notre voisin, 14 kilomètres nous séparent, avec qui nous devrons renouveler notre partenariat. L'Afrique comptera en 2050, c'est demain, 2,5 milliards d'habitants. La moitié d'entre eux auront moins de 18 ans. Et je me souviens un jour qu'à la Commission européenne, nous avons reçu, c'était M. Prodi qui présidait la Commission, le président de l'Union africaine, M. Konaré, qui nous a dit ceci, en citant ces chiffres, 2,5 milliards d'habitants en 2050, la moitié auront moins de 18 ans. Si vous pensez, mesdames et messieurs les commissaires, que ces chiffres ne vous concernent pas, vous les Européens, vous vous trompez. Et le deuxième défi, c'est celui de notre rapport avec la Chine, en quête d'un nouvel ordre international et qui se donne aujourd'hui la capacité d'être, et ce sera pour bientôt, la première puissance économique et sans doute militaire du monde. Seule l'union nous donne la taille et la crédibilité nécessaires pour avoir un dialogue équilibré avec ces 2 États continents ou ces 2 géants que sont l'Afrique et la Chine tout au long du siècle où nous sommes. Et puis en parallèle à notre diplomatie, nous devons donner toute sa place à la défense européenne.
le moment n'est-il pas venu que les gouvernements et les institutions européennes identifient un responsable politique commun pour mieux coordonner et mutualiser leurs efforts dans ce domaine, comme nous avons commencé de le faire, je vous l'ai dit, pour la politique étrangère. Je me permets d'ailleurs de vous rappeler que c'est ici, à Paris, et c'était l'une des toutes premières intentions des pères fondateurs en 1954, que de créer la communauté européenne de la défense, qui a été combattue et finalement abandonnée, en particulier à cause de la France. Nous sommes aujourd'hui le continent qui investit le plus dans sa défense, après les États-Unis. Et pourtant, en investissant le plus, quand on compte la masse d'argent, nous investissons aussi de manière totalement parallèle et parfois désordonnée. Trop de replis, trop de doublons, trop de fragmentation. Nous avons, écoutez-moi bien, 180 systèmes de combat différents en Europe, contre 30 systèmes de combat pour les États-Unis. Juste un ou deux exemples. 17 types de chars entre les pays européens, un seul char aux États-Unis. 6 programmes aujourd'hui sont actuellement lancés, je parle sous votre contrôle, oui, 6 programmes de frégates en parallèle par 6 pays européens. Combien de temps pensons-nous que ça peut durer, ça? Des premiers progrès ont été faits. Le Fonds européen de défense qui va stimuler le développement en commun d'équipements et de technologies, et puis, pour la première fois, une coopération structurée entre des pays volontaires qui va rehausser le niveau d'engagement de tous les États qui y participent. Mais je pense que nous devons aller plus loin. C'est une véritable union de la défense que nous devons imaginer, et c'est Jean-Claude Juncker qui l'a proposé parmi les premiers, une union qui reposerait sur une vision stratégique commune à l'horizon 2030, formalisée dans le cadre d'un livre blanc européen, une capacité collective d'anticipation de décisions renforcée pour anticiper, préparer nos décisions, notamment dans nos capacités de renseignement, des structures de gestion de crise plus robustes, plus crédibles, des forces communes plus facilement déployables, et puis une industrie de défense européenne forte pour maîtriser pleinement les technologies et les équipements. Évidemment, sur tous ces sujets, c'est peut-être inutile de le dire, mais je veux le dire, nous aurons, le moment venu, à construire avec le Royaume-Uni, notre ami, notre voisin, notre allié, des partenariats et une coopération pour la sécurité et la politique étrangère. Le deuxième chantier de notre souveraineté, c'est le numérique. Dans le monde interconnecté où nous sommes, nous devons réaffirmer ou affirmer notre souveraineté européenne. L'expansion du numérique, la dématérialisation des services sont une source de formidables opportunités, mais en même temps de formidables vulnérabilités. Nous savons que certains n'hésitent plus à exploiter ces failles. Les attaques d'un nouveau genre n'épargnent aucun secteur, ni la santé, votre santé, ni l'économie, les transports, ni les services financiers, ni l'énergie. En décembre 2016, les réseaux énergétiques de l'Estonie puis de l'Ukraine étaient paralysés pendant plusieurs heures en raison d'une cyberattaque. En 2017, un an après les attaques cyber pendant l'élection présidentielle, les États-Unis ont été obligés d'intégrer les systèmes de vote dans les infrastructures critiques pour mieux assurer leur sécurité. Toujours en 2017, plusieurs hôpitaux britanniques étaient hors d'usage en raison d'un virus informatique. Et on voit bien que les réseaux sociaux, surtout quand ils sont anonymes, peuvent aller jusqu'à remettre en question nos propres démocraties, la cohésion de nos sociétés. Ils peuvent être tour à tour des outils de propagande, propager des discours de haine, c'est le cas de Daesh, des outils d'ingérence de puissance extérieure dans nos élections nationales, dans le bon fonctionnement de nos démocraties, nous l'avons vu en Europe ou aux États-Unis. L'Union, mesdames et messieurs, doit se donner les moyens de se protéger, de répondre à la prolifération de cette menace qui ne connaît ni les barrières physiques,
ni les frontières nationales. Et ça passe par la protection de nos filières industrielles, de nos filières technologiques. L'Union européenne concentre aujourd'hui le plus grand nombre d'investissements extérieurs venant de l'étranger. Il ne s'agit donc pas de nous couper du reste du monde, mais de plus en plus, nous savons que des entreprises, chez nous en Europe, sont visées par des opérations hostiles dans des domaines critiques, l'électronique, les télécommunications, l'énergie et parfois la défense. Et lorsque ces opérations présentent un risque pour notre sécurité, nous devrions avoir les moyens collectivement de les prévenir. C'est une des propositions du président Macron, ici même à la Sorbonne. Nous devrions prolonger ces initiatives sur le contrôle européen des investissements extérieurs, par exemple en proposant une blacklist européenne écartant d'office certains opérateurs, certaines technologies étrangères quand ils présentent un risque avéré pour notre sécurité. Et nous devons avoir les moyens d'assurer la protection de nos infrastructures critiques, les satellites Galileo, les câbles sous-marins ou les réseaux de distribution électrique. S'affirmer ainsi dans le monde numérique, c'est aussi la définition d'un agenda positif à travers l'investissement en commun pour développer nos propres technologies dans des domaines essentiels, l'intelligence artificielle, les big data, la cryptologie, les puces, qui sont au cœur de tant d'applications pour notre vie quotidienne. Nous devons, sur ces sujets, réduire lucidement nos vulnérabilités. Mettre en place des filières technologiques et industrielles européennes, faire travailler les universités, les laboratoires et soutenir ce travail en commun, réduire ainsi nos dépendances vis-à-vis des pays tiers. Et pour nous assurer de l'économie de demain, celle de la 5G, celle des applications, des objets connectés, des voitures automatiques, des smart cities, pour éviter que tout cela ne devienne le terrain de jeu d'un espionnage à grand échec. Et enfin, pour développer le capital humain, l'Europe, son budget, doivent jouer un rôle pour accompagner le virage social et économique provoqué par le numérique. Enfin, s'affirmer dans le domaine numérique, c'est aussi exercer une capacité de régulation. Nous l'avons fait en définissant des standards qui permettent de protéger les données personnelles. Nous devons aller plus loin. Ce n'est pas aux géants du numérique de contraindre nos choix individuels ou collectifs à travers des algorithmes ou des millions de lignes de code. C'est bien à l'échelle de l'Europe, et seulement à l'échelle de l'Europe, que nous répondrons à ce formidable défi par la combinaison intelligente de la politique industrielle et des règles du marché intérieur. Le troisième défi, c'est d'affirmer notre souveraineté en matière économique et monétaire. En 1991, à la veille de la première guerre du Golfe, je me souviens avoir entendu le ministre belge des Affaires étrangères, à l'époque Mark Henskens, qui parlait de l'Europe, vous vous souvenez de cette phrase, comme d'un géant économique, mais d'un nain politique. Dans un domaine et dans un monde où les guerres commerciales, ce qu'on appelle les trade wars, se multiplient, où la course à l'innovation s'accélère, où les pays émergents nous dépassent, dans un monde, mesdames et messieurs, souvenez-vous de ce tableau de M. Cameron, plus personne ne nous attend. Parfois, on nous espère encore, nous les Européens, dans d'autres régions du monde, mais plus personne ne nous attend. Dans ce monde-là, le temps presse pour transformer les ressources économiques dont nous disposons dans un outil de puissance. Et nous avons 3 leviers entre les mains, d'ores et déjà, que nous nous sommes dotés. Le premier levier, c'est celui du marché intérieur, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est notre meilleur atout pour créer de la croissance, éviter les concurrences déloyales. C'est aussi ce qui nous permet de défendre et de projeter nos intérêts commerciaux dans le monde. C'est sur cette base que nous avons discuté d'égal à égal avec le Japon, ou que nous discutons actuellement avec les États-Unis, et seulement sur cette base. De plus, c'est l'outil qui nous permet d'écrire des règles utiles pour l'économie mondiale, comme nous l'avons fait pour la protection des données ou pour la lutte contre certaines substances chimiques, le programme REACH. Conjugué à une puissance commerciale déterminée, cette puissance normative, que nous n'utilisons sans doute pas assez, est un levier pour l'affirmation stratégique des Européens. Le deuxième levier
en matière d'économie, c'est évidemment l'euro. Nous marquons ce mois-ci le 20e anniversaire de l'euro, et en 20 ans, cette monnaie unique s'est établie comme la deuxième monnaie du monde. Et nous savons ces bénéfices économiques, même s'ils ne sont pas suffisamment expliqués, pour faciliter les échanges, le tourisme, le commerce, réduire les taux d'intérêt, améliorer l'accès au crédit. C'est Jean-Claude Juncker qui l'a dit, le potentiel international de l'euro n'est pas assez mis en œuvre. Et c'est bien pourtant un enjeu d'autonomie européenne que celui-là. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, les États-Unis, munis de ce que le président Giscard d'Estaing appelait leur privilège exorbitant, le dollar, sont en mesure de prendre des décisions unilatérales qui ont des effets extraterritoriaux. Regardez ce qui s'est passé à propos de l'Iran. Et la Chine elle-même, sans complexe, assure la promotion de sa monnaie, le RMB, qui devient un des piliers de sa politique commerciale et extérieure. L'Europe ne peut pas, ne doit pas rester les bras ballants. Pourquoi aujourd'hui, c'est juste un exemple, nos transactions en matière d'énergie, 98% de ces transactions ne se font pas avec les États-Unis. Nous n'achetons pas de pétrole ou de gaz aux États-Unis. Pourquoi les transactions, telles que je viens de les dire, se font-elles toujours en dollars pour une très large part? J'ai beaucoup parlé de protection, mesdames et messieurs, mais dans mon esprit, la bonne protection, ce n'est pas le protectionnisme, même si nous devons être moins naïfs dans nos relations internationales que nous l'avons été dans le passé. Pour moi, la bonne protection, c'est d'investir en commun, d'emprunter pour investir en commun, dans la recherche, dans l'innovation, dans l'intelligence, dans la culture, dans les connaissances. Comme nous l'avons fait avec le plan Juncker, je me permets de le redire, puisque ce ne sont pas des mots, qui depuis 3 ans et jusqu'en 2020 va permettre d'investir en empruntant ensemble 500 milliards d'investissements. 500 milliards d'investissements. Inspirons-nous aussi, puisque je vais être concret, de ce que nous avons fait dans le domaine spatial. Galiléo, 26 satellites lancés et mis sur orbite, qui nous apportent un système parfaitement autonome de géolocalisation et de navigation, y compris pour des services particulièrement sensibles. Seuls, mesdames et messieurs, des États continents, ou seuls des États qui mutualisent leurs forces, comme nous l'avons voulu le faire, disposent de systèmes équivalents. Les États-Unis, la Chine et la Russie. Et ainsi, avec Galiléo, ce ne sont pas des mots, ce sont des faits, nous avons regagné une forme de souveraineté que nous aurions évidemment perdue en étant chacun chez soi ou chacun pour soi. Utiliser le pouvoir de notre marché intérieur, renforcer le rôle mondial de l'euro, investir en commun dans l'avenir, voilà comment nous pouvons projeter et construire une capacité sur la scène internationale. Enfin, mesdames et messieurs, j'en ai presque terminé, je voudrais évoquer le dernier chantier de notre souveraineté européenne et en même temps de la proximité avec les citoyens, qui est celui de l'écologie. Je pense depuis longtemps, et j'ai été au tout début de mon parcours politique ministre de l'Environnement, que l'écologie est tellement importante que ça ne peut pas être seulement l'affaire des écologistes. C'est l'affaire de chacun des partis politiques, de l'intelligence nationale et de chacun d'entre nous. Face au changement climatique, sans doute le bouleversement le plus grave et le plus profond, la stabilité de notre continent, le bien-être de nos compatriotes passeront, j'en suis sûr, par la maîtrise de la transition écologique. Et pour atteindre l'objectif de 0 émission nette de CO2 en 2050, il nous faut agir sur tous nos modes de production et de consommation ou de transport. Nous ne pouvons plus exclure la priorité écologique de notre action politique, ni la sous-estimer comme nous l'avons fait depuis trop longtemps. Là aussi, il faut être lucide. Et au contraire, il faut faire de la souveraineté écologique un élément central de notre affirmation stratégique. D'abord, à travers la maîtrise des technologies clés pour aller vers la neutralité carbone, l'hydrogène, les piles, la nouvelle génération de panneaux solaires, la chimie verte,
Mesdames et messieurs, devons-nous nous résoudre à importer toutes ces technologies-là de la Chine, comme c'est déjà en partie le cas, ou alors voulons-nous développer la maîtrise de ces technologies par nous-mêmes et pour nous-mêmes? Cette maîtrise technologique est dans ce domaine aussi un enjeu de compétitivité, d'emploi, une des conditions de notre souveraineté. Naturellement, pour bon nombre d'entre elles, là encore, cela passe par l'investissement en commun. Et puis, nous devons consommer moins pour être moins dépendants des autres. Le continent européen est à la fois celui qui est le plus riche en capital humain et le plus démuni en ressources naturelles fossiles et minières. Une économie plus sobre en énergie fossile ne réduit pas seulement l'impact sur le climat, mais renforce aussi notre sécurité, notre indépendance dans un contexte géopolitique instable. Je disais lorsque j'étais ministre de l'Environnement que le kilowatt le moins cher à produire, le baril de pétrole le moins cher à acheter, c'est celui qu'on ne consomme pas. Et c'est toujours vrai. L'investissement dans les énergies renouvelables, dans l'efficacité énergétique des logements, nous rendra moins dépendants du pétrole et du gaz importés du Golfe ou de Russie. Réduire notre consommation de ressources, cela veut dire aussi, je termine sur ce point, qu'il faut accroître la circularité de l'économie européenne. Cette circularité est actuellement de 1 à 7. Plus précisément, cela veut dire que pour 7 tonnes de matière utilisées dans l'économie européenne, une seule tonne sur 7 provient du recyclage des déchets. Il y a donc une vraie marge de progrès. Selon les projections, le potentiel d'économie serait énorme et permettrait aux entreprises européennes d'économiser actuellement chaque année près de 200 milliards. En investissant dans l'économie circulaire, l'industrie européenne devient moins dépendante, là encore, des minerais chinois. Notre agriculture devient moins dépendante du soja brésilien ou américain. Et c'est ce dernier point qui illustre aussi une dimension importante de cet agenda. Trop souvent, les exigences de l'écologie se confrontent ou sont confrontées à ces problématiques de la fin du mois, pour reprendre l'expression de Nicolas Hulot. Je suis convaincu que, proprement conçu, l'agenda écologique n'a rien d'économiquement ou de socialement régressif. Au contraire. Quand je dis proprement conçu, cela veut dire qu'il ne peut pas tomber d'en haut, il ne peut pas être imposé du haut. Il faudra qu'il soit construit et approprié par le dialogue civique et le dialogue social. C'est peut-être un des points sur lesquels le grand débat engagé actuellement dans notre pays doit être nécessaire. Alors je pense que l'écologie doit être un agenda positif à l'échelle européenne. Juste un exemple. À travers l'investissement en commun dans les technologies de stockage, les voitures électriques, l'Europe, notre continent, peut devenir, j'en suis sûr, le premier continent électrique du monde. Il en va de notre compétitivité, des emplois futurs et aussi de notre santé. Mesdames et messieurs, je voudrais, en vous remerciant pour votre attention, conclure. Il y a plusieurs hommes politiques qui m'ont impressionné, que j'ai admirés, qui ont compté pour moi. Vous avez compris que c'était le cas du général de Gaulle, mais j'ai toujours eu beaucoup de respect pour un autre homme d'État français qui était Pierre Mendès France. Et Pierre Mendès France a dit un jour dans un discours, c'était en 1955, un discours à la jeunesse, il ne faut jamais sacrifier le présent au futur. Jamais sacrifier le présent au futur. Évidemment, ça demande du courage, puisque les élections, maintenant tous les 5 ans, sont tellement rapides que quelquefois, beaucoup d'hommes politiques de droite ou de gauche, ou d'ailleurs, ont du mal à relever la ligne d'horizon pour voir le futur, pour l'embrasser, pour prendre les décisions aujourd'hui qui forgent le futur. Et je pense que cette phrase de Pierre Mendès France est essentielle. Bien sûr, le présent est difficile, parfois angoissant. Nous devons nous en occuper, mais je pense que nous devons toujours mettre en perspective ce présent et garder l'énergie, le temps et l'audace pour préparer le futur.
Regardons bien le monde tel qu'il est, c'était aussi mon message ce soir. Imaginons cet avenir avec lucidité. Ça ne sera pas facile, mais je suis convaincu que si on aborde ce futur seul, isolément, chacun chez soi, chacun pour soi, ce sera encore plus difficile pour les décennies qui viennent. Voilà, cette souveraineté européenne, mesdames et messieurs, qui était le thème de mon propos, n'est pas synonyme de repli. Au contraire, je le redis avec force, la souveraineté européenne, son indépendance, son autonomie, c'est tout simplement avoir la liberté de décider, de défendre des biens communs européens. La souveraineté européenne ne revient pas à nier la souveraineté de chacun de nos États. Je le redis, au contraire, elle démultiplie, elle amplifie la souveraineté nationale. Et je veux dire ma conviction que c'est se donner une chance de relever de grands défis que de transmettre cette capacité commune nouvelle aux générations futures. Voilà. Comme vous l'imaginez en ce moment, je suis très imprégné d'auteurs britanniques et de références britanniques. Et ça m'apporte beaucoup. J'ai encore en mémoire une question que posait il y a quelques années l'un de mes amis, qui était à l'époque mon collègue à la Commission européenne, Chris Patten, qui était le dernier gouverneur de Hong Kong, et qui, dans une conférence, posait une question que je vous pose, mais vous avez compris la réponse que je propose, mais une question qui doit être posée en marchant au milieu de la route, notamment à l'occasion des élections européennes qui vont venir, et j'espère qu'on la posera avec suffisamment de force, parce que le peuple est intelligent, les citoyens sont intelligents, ils sont capables de comprendre ce que j'essaie de vous expliquer aujourd'hui sur le fait d'être acteur ou de subir la loi des autres, d'être spectateur. Et la question que posait Chris Patten est la suivante. Est-ce que la défense de l'intérêt national sera toujours nationale? Est-ce que la défense de l'intérêt national est strictement nationale? Ou est-ce qu'elle doit avoir une autre dimension supplémentaire? Voilà. Moi, j'ai l'intime conviction que nous devons être patriotes en même temps qu'Européens, que nous devons être Européens en plus d'être patriotes. Nous devons être Européens en plus d'être Français, Belges, Polonais ou Italiens, non pas à la place d'eux. J'ai la conviction qu'être Européen, ce n'est pas renoncer à être Français, c'est au contraire donner une chance supplémentaire à la France. Et si vous voulez retenir de mon propos une dernière image, c'est celle de ces deux drapeaux qui sont ici derrière moi et qui vont ensemble et qui démontrent simplement que le choix d'aujourd'hui, celui qui est ouvert à la réflexion et au vote de tous les citoyens, il n'est pas entre la France et l'Europe. Le choix, il est clairement, permettez-moi de vous le dire, comme patriote européen, il est entre une Europe européenne, une Europe souveraine, une Europe indépendante ou une Europe sous-traitante et sous influence de la Chine ou des États-Unis. Et moi, vous l'avez compris, j'ai fait mon choix et je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de vous le dire ce soir.